Alors rappelons un peu le contexte du début des années 2000. Le crack des valeurs Internet, c'est-à-dire qu'après la formation d'une bulle sur les valeurs des entreprises du secteur des nouvelles technologies, eh bien, une correction assez brutale s'opère, la bulle explose et la Fed réagit comme elle sait faire depuis le crack de 87. Elle intervient en injectant des liquidités, en assouplissant sa politique monétaire, c'est-à-dire en diminuant son taux directeur, c'est-à-dire le taux auquel les banques se refinancent auprès de la Banque centrale. Donc ça détend considérablement la politique monétaire, ça baisse le coût de l'argent. Quand l'argent est pas cher, eh bien, on peut s'endetter évidemment plus facilement et on peut ainsi prendre davantage de risques. Donc ça, c'est le contexte de la politique monétaire. La régulation financière était elle aussi assez accommodante, c'est-à-dire que on considérait avoir mis en place des dispositifs de surveillance depuis la fin des années 80. Les banques devaient respecter notamment ce qu'on appelle des ratios de fonds propres, c'est-à-dire respecter un minimum de fonds propres. Mais on a considérablement raffiné ces exigences dites prudentielles, et au fond, le raffinement, la sophistication n'est pas vraiment allé dans le sens d'une plus grande sécurité financière. Au contraire, ça a sans doute permis aux banques de s'accommoder davantage de ces exigences, et elles ont ainsi réussi au fond, à desserrer la contrainte réglementaire. Le régulateur n'a pas vraiment pris la mesure en fait, de l'essor des activités de marché des banques, et les exigences de fonds propres n'ont pas augmenté proportionnellement au développement des activités de marché des banques. Donc ça, c'était un problème, on l'a reconnu rétrospectivement. Donc voilà, les banques n'étaient pas très contraintes, pas très surveillées. Le contexte macroéconomique était donc celui d'une faible inflation, avec des taux d'intérêt assez bas. Voilà, dans ce contexte-là, les banques ont pu développer leur activité. Ça s'est traduit par une augmentation très très forte des bilans bancaires, une prise de risque. Ce qu'on peut dire également, c'est que tout au long des années 90-2000, les banques ont développé des techniques leur permettant en fait de transférer les risques qu'elles prennent initialement et qu'auparavant elles portaient. Alors ces techniques, c'est d'abord la titrisation. Donc la titrisation, ça consiste à transformer en titres négociables des actifs qui initialement ne le sont pas. Donc il y a toute une chaîne de titrisation. Il y a en début de chaîne une banque qui prend le risque, dont on dit qu'elle origine la créance. Ces créances sont regroupées par paquets, transférées à un véhicule de titrisation qui achète ces créances, qui en contrepartie émet des titres adossés à ces créances et qui vend ces titres à des investisseurs sur le marché. Alors ces titres parfois sont structurés par tranches avec des niveaux de risque différents selon les tranches, donc ça donne des produits assez compliqués. Alors souvent on entend que les banques européennes ont peu participé à la titrisation et que ce sont surtout les banques américaines qui ont beaucoup titrisé. En fait, il faut se reproduire cette chaîne de titrisation dans son intégralité. Alors certes, les banques européennes n'étaient peut-être pas très présentes au début de la chaîne. En revanche, elles ont été très présentes en bout de chaîne, c'est-à-dire en se portant acquéreurs des produits issus de la titrisation. Donc elles avaient beaucoup de produits issus de la titrisation dans leur bilan. Alors au départ, on n'identifiait pas ça comme des produits toxiques. Au contraire, on pensait que la titrisation, c'était une bonne technique de partage des risques au sein du système financier. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les autorités de surveillance,
tout comme les banques centrales, n'ont pas vu du tout d'un mauvais œil le développement de la titrisation. Vous voyez ça vraiment comme une technique de partage des risques. Et puis, ensuite, eh bien, on s'est rendu compte que ça avait une incidence forte sur le comportement des banques. Ça se comprend assez facilement. C'est-à-dire que quand on prend un risque et qu'on a la possibilité aussitôt de le transférer sur d'autres acteurs, donc quand on n'a pas besoin d'assumer le risque que l'on prend, eh bien on est incité à relâcher un peu sa vigilance, on sélectionne moins les risques que l'on prend et puis surtout on est incité à en prendre davantage. Les dépôts, c'est de la dette pour une banque, mais c'est une ressource relativement stable. Relativement stable parce qu'il y a des dépôts qui rentrent, des dépôts qui sortent. Voilà. Lorsque les banques s'endettent sur les marchés et qu'elles s'endettent à de plus en plus court terme, c'est-à-dire avec des dettes qu'elles doivent rembourser à une échéance très courte, de quelques jours, quelques semaines, éventuellement quelques mois, eh bien, les banques s'exposent encore plus à ce que l'on appelle un risque d'illiquidité, c'est-à-dire au risque de se trouver en fait à court de liquidité quand il leur faut rembourser ces dettes contractées.